Bog Basong, les fondements de l'état de droit en Afrique précoloniale. Chapitre 2. Le champ juridique de l'action politique. Le véritable facteur de stabilisation est constitué par le désir des unités sociales équivalentes de réaliser un équilibre social et politique. Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence africaine, 61. Tout ce qui a été dit doit à présent trouver une explication dans les fondements normatifs de l'action politique, c'est-à-dire dans l'organisation rationnelle du juridique africain. Étudiant le domaine du politique et confrontant les méthodes qui opposent les chercheurs, Georges Ballandier montre la nécessité méthodologique d'envisager le pouvoir politique comme un pouvoir de la compétition et comme un moyen de la contenir. Il y envisage ensuite deux problématiques. La nécessité de considérer, au-delà des relations politiques, la nature des phénomènes politiques d'un point de vue analytique, puis de saisir. C'est le point de vue synthétique, les formes d'organisation politique qui le caractérisent. Ce qui est en jeu, c'est la rationalité juridique de leur dynamique, de leur dynamisme interne, et surtout l'étude des savoirs et leur signification sur l'activité politique. En d'autres termes, l'interdépendance de ce que les acteurs politiques perçoivent de et dans l'environnement, et qui constitue un champ de phase en résonance donc topologique. En somme, il est question des valeurs juridiques qui déterminent la vie et les conduites. C'est autour de ces constructions mentales qui organisent le statut juridique des acteurs politiques, section 1, que seront aussi exposées les modalités juridico-politiques d'intégration territoriale, section 2. Section 1. Les acteurs politiques sont des individus ou des groupes de coopération qui influencent la vie publique par leur activité interrelationnelle et interactionnelle. La nature des phénomènes politiques dépend de la nature de la société étudiée. C'est celle-ci qui fixe, entre les gens qui perçoivent la réalité de et dans l'environnement, la place qu'occupent les individus et les unités sociales en présence. Le consensus organise les droits et les devoirs des individus, mais aussi les activités sociales auxquelles participent les groupes. Il régule les possibilités que les uns et les autres offrent en termes d'atouts et de ressources individuelles ou collectives, de degré d'implication, d'utilité, de respect des règles, etc. La présente section vise la découverte du paradigme qui, en fin de compte, anime la vie politique africaine. En fait, il s'agit de savoir comment se justifie et s'organise l'état de droit. Vu sous cet angle, le concept de statut fixe une double tâche. Expliquer la manière dont, vu de l'extérieur, les mécanismes relationnels de groupe à groupe, d'individu à individu, ont favorisé la cohésion sociale et la stabilité relative des institutions politiques dans le temps et dans l'espace, malgré le jeu des modifications relationnelles intervenues et des combinaisons juridiques toujours renouvelées. Les travaux remarquables d'Olawale Elias nous rapportent des lumières sur ces questions. Paragraphe 1. L'action politique. L'existence des litiges dans et entre les familles et lignages, mais aussi des modalités de règlement de conflits, des différents et autres systèmes d'alliance, constitue la première armature qui fonde l'ordre politique. Olawale considère que l'unité du clan n'est qu'une fiction adoptée par ses membres pour le défendre dans les relations qu'il entretient avec les autres groupes de la collectivité. Il paraît essentiel de saisir la complexité de ce mode d'organisation où l'antagonisme participe de la stabilité, de l'intégrité et de la régularité structurante de l'espace social.
Comme le montre Ballandier, sont mises en œuvre des oppositions au sein d'une même cellule, souche, mais celle-ci se transforme en segment solidaire dans une unité transcendante qui, elle-même, s'oppose à cette autre unité homologue, et ainsi de suite. Il s'ensuit que les modes de conciliation des différends, les types d'affrontements et de conflits, les systèmes d'alliance et l'organisation territoriale sont en corrélation avec l'agencement général des segments lignagés et des lignages. Le principe antagoniste entre les unités est de type organisationnel. La dynamique lignagère et le territoire impriment, par conséquent, la première marque du champ du politique. Mais c'est à l'intérieur de cette descendance que s'intègre le statut juridique des acteurs politiques. Contrairement aux sociétés occidentales, la terre n'appartient ni à un individu ni aux bourgeois, mais à une famille dans laquelle sont organisés des droits et devoirs. Aussi, des parcelles sont-elles allouées aux personnes en âge de les exploiter utilement, aux fins de l'habitation ou de l'exploitation des ressources du sol. Des règles précises organisent l'octroi des parcelles et la liberté de les mettre en valeur dès le stade familial et lignagé. Le droit s'y constitue certes d'un point de vue privé, mais il préfigure aussi les contours du droit public à venir. Au sein de la famille élargie ou d'un groupe de coopération sont circonscrits des droits de l'individu qui fluctuent selon des exigences liées à la complexité croissante de l'appareil juridique. Les liens entre individus, familles et groupes de coopération se trouvent imbriqués dans une unité complexe qui tend à neutraliser les antagonismes et les conflits relationnels. Les droits et devoirs de l'individu, même reconnus, obligent aussi la famille en cas de délinquance. Le devoir de solidarité de la famille, tenu de veiller moralement à ce que le dommage soit réparé, renforce le caractère collectif de la responsabilité familiale, qui peut alors s'étendre à un groupe de coopération quand il s'agit de la répartition des efforts liés au processus de sédentarisation. Il y a dans cette méthode captation du désordre et des aléas perturbateurs au profit de l'organisation. Si l'individu est responsable d'un point de vue légal, c'est la famille ou le groupe qui sont aussi concernés. L'attitude collectiviste soulignée tient à la mentalité organisatrice qui fait de l'individu un maillon important dans la chaîne de solidarité du groupe au rendement collectiviste. Aussi, la liberté individuelle contraint-elle à l'observation précautionneuse des normes qui régulent la cohésion du groupe. C'est bien cette solution de survie du groupe qui est aussi celle de l'individu. Celle-ci donne l'impression d'une passivité globale de la société. Il faut dès lors préciser que la réalité collectiviste nivelle les égos trop fortement perçus dans les sociétés individualistes. L'unanimisme apparent de la première n'est qu'impression qui dissimule mal les vertus du consensus. Celui-ci justifie aussi le statut juridique du groupe ou de la famille sociologiquement élargie. Celle-ci singularise le cadre social et économique qui en organise l'espace en dehors du seul cadre physiologiquement défini de la famille génitrice. Cependant, l'individuation débouche difficilement sur l'individualisme au sens des sociétés féodales et monarchiques de l'Occident. Olawale précise justement, concernant l'Africain, que l'étendue de ses rapports, de ses obligations, dépendra évidemment de l'organisation sociale du groupe ou de la collectivité où le hasard l'a placé. Cependant, quel que soit le caractère d'une société donnée, une analyse nourrie montrera que les divers membres conservent plus d'individualité qu'on le croit généralement. Les obligations et les avantages que l'individu tire d'un groupe ou d'une collectivité fondent un statut qui implique la reconnaissance des capacités ou des incapacités garanties par la loi. C'est ici que l'addiction familiale influence la vie publique et anticipe le cadre du politique et de l'État à créer. En somme, l'enjeu c'est bien l'idée d'une organisation, réorganisation,
qui fondent les registres interrelationnels et interactionnels entre individus et sociétés.